Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui, je vous tourne enfin ma vidéo calendrier de l'Avent, du mois de décembre, où j'ai découvert 22 séries tout au cours du mois de décembre. Chaque jour, je découvrais une nouvelle série et je vous en faisais un post derrière. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout, comme vous pouvez le voir, vu que j'en ai découvert 22 et pas 24, mais ça m'a quand même permis de découvrir plein de nouvelles choses et du coup, je vous en parle aujourd'hui. Alors je respecte pas forcément l'ordre dans lequel j'ai publié, hein, j'ai juste attrapé tous les tomes 1 des séries que j'avais découvertes et je vais vous les montrer au fur et à mesure, donc il n'y a pas forcément de classement ni rien, mais à chaque fois je vous dirai la note que je lui ai attribuée, donc techniquement vous pouvez refaire une sorte de classement avec. En premier, je vais vous parler de Racaille de Bibliothèque de chez Nobinobi. J'ai les 2 tomes sortis actuellement et je lui ai attribué la note de 3,5 étoiles sur 5. On est sur un tome 1 de tranche de vie très sympathique. Alors moi, le tranche de vie, c'est vraiment un style de prédilection, hein. Là, il n'y a clairement pas photo, j'adore ce style. Donc ça m'a tout de suite attirée. Et on va suivre un jeune garçon qui est plutôt racaille sur les bords, mais les bibliothécaires vont vite capter un peu qu'il a une soif de connaissances et qu'il est un peu un rat de bibliothèque en devenir, donc ils vont au fur et à mesure l'intégrer à leur équipe. Ma foi, c'est vachement sympa, les personnages sont plutôt attachants et j'aime bien au fur et à mesure en fait de l'histoire, via des emprunts ou via des ventes de livres ou plein de choses qui vont se passer dans la bibliothèque. En fait, on va suivre plein de petites histoires de gens qui ont été touchés par certains livres ou d'autres qui ont vécu un peu des moments difficiles, mais que les livres les ont un peu aidés. Enfin voilà, c'est assez touchant, assez mignon. Le seul point négatif pour moi en fait de ce titre, c'est qu'il n'y a pas de fil rouge et du coup j'ai peur qu'au bout d'un moment ça devienne assez ennuyant, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de fil rouge, on peut au bout d'un moment commencer à se lasser, comme ça peut être le cas sur La Voix du Tablier par exemple. Mais je suis quand même bien contente d'avoir découvert ce titre. Ensuite, j'ai découvert Versus, qui est du coup mon premier titre de One, qui jusqu'à présent ne m'attirait pas particulièrement. Son univers, c'est pas mon truc. J'ai regardé l'anime One Punch Man, ça ne m'a pas plu. Mais Versus, il y avait un petit truc qui me disait que peut-être ça me plairait. Je lui ai mis également la note de 3,5 étoiles sur 5. Mais pour d'autres raisons, là on est sur un monde qui est en difficulté face à des démons et qui va du coup faire un cercle d'invocation pour invoquer un autre monde pour l'aider, sauf qu'au final ce sont 13 mondes qui vont fusionner, et dans ces 13 mondes, à chaque fois la race humaine est en difficulté contre un prédateur différent, et on va suivre un peu comment les gens essayent de survivre en fait à cette invasion. Le récit dans ce premier tome est vachement porté par les 2 protagonistes qui refusent d'abandonner l'humanité tout simplement, et c'est vrai qu'ils sont assez touchants. Pareil, j'ai beaucoup aimé pour l'instant comment ils étaient introduits. C'est un tome que j'ai réussi à apprécier malgré mes a priori, mais c'est vrai, le fait qu'il y ait 13 mondes qui soient fusionnés, et ça rend tout ça un peu lourd en termes de lecture, le temps qu'ils expliquent, qu'ils développent chaque monde un par un. Dans le tome 1, je trouve que c'est plutôt bien fait, ça reste plutôt fluide, mais c'est vrai que dans le tome 2, j'ai senti quand même une baisse de régime, ça m'a un peu moins plu, et en fait, tout simplement, ce n'est pas un manga fait pour moi. Je trouve qu'il est très bien fait dans ce qu'il propose, mais c'est pas le style de lecture qui me plaît, et du coup, c'est vrai que quand j'ai lu le tome 2, j'ai eu un moment de... C'est cool, mais je prends pas tant de plaisir que ça en fait à le lire, et c'est juste parce qu'il est pas fait pour moi. Mais pour les amateurs du genre, je suis sûre que vous allez kiffer Versus. D'ailleurs, du coup, j'ai mis les 2 tomes que j'avais en ma possession en vente sur mon Kinkai, que j'essayerai de penser à vous mettre dans la description si ça vous intéresse. On continue avec cette fois Piravi, le dernier fantôme de chez Vega. Alors, je viens de voir que je lui avais mis la note de 3 étoiles sur 5, mais mon avis est assez assassin. Du coup, peut-être descendre la note à 2,5 sur 5, parce que, alors, dans Piravi, on suit du coup nos 2 protagonistes. On a Piravi qui est le dernier fantôme sur Terre, et Kime qui est une prêtresse humaine qui vit tout simplement avec Piravi. C'est un univers que j'ai bien aimé. En fait, j'aime bien le lore, j'aime bien le style graphique, mais dans le reste, dans la narration, il y a un problème. Alors, déjà, je vous montre le style graphique que je trouve absolument magnifique. On est sur du manga européen, il me semble. Je sais pas si c'est français, mais je sais que c'est européen. Déjà, ça m'a un peu frustrée parce que les 2 personnages vont apprendre plein de nouvelles choses qui... Pourtant, tu te dis, ils devraient être au courant. Enfin, c'est bizarre qu'ils ne soient pas au courant. Moi, ça m'a surpris et j'étais vraiment en mode, soit ils veulent un peu trop prendre le lecteur par la main,
soit juste les personnages, du coup ça les rend un peu idiots et du coup on a du mal à s'attacher à eux, ce que je trouve un peu dommage parce que pourtant on a de quoi s'attacher à eux au vu du background qu'ils pourraient avoir. C'est un tome qui est ponctué de plein de scènes d'action qui sont plutôt belles et franchement qui font bien le taf. Le problème c'est qu'à chaque fois elles sont super rapides et il y en a plein. Du coup c'est vrai qu'on a un peu ce côté un peu bombardé d'informations, un peu bombardé de choses et on passe vite à un autre sujet et du coup à la fin du tome on a l'impression d'avoir un peu pourri un marathon. Alors je compte bien me lire le tome 2 parce que comme je vous ai dit le style graphique et le lore en général me plaît bien parce que je me dis ça se trouve en fait ils ont un peu trop voulu surcharger le tome 1 justement pour accrocher le lecteur et parce qu'ils avaient peur que peut-être que les gens n'aient pas envie de savoir la suite. Moi pour le coup c'est le cas, j'espère juste que le rythme sera corrigé parce que c'est vraiment le plus gros point noir de l'histoire. À part ça, c'est plutôt cool. On continue avec cette fois Reincarnated into a Game as the Hero's Friends. Je commence à m'améliorer sur la prononciation de ce titre, que ma foi j'ai bien aimé. C'est un classico-classique hein, vraiment, mais malgré ça je lui ai quand même mis la note de 4 étoiles sur 5. Alors, c'est, comme je l'ai dit, très classique dans le sens où c'est un isekai, on a un jeune garçon qui se retrouve réincarné dans un monde fantastique, il a encore la mémoire de son ancienne vie, donc il sait qu'une attaque de démons va avoir lieu et que plein de gens vont mourir, dont lui et sa famille. Donc bien sûr, il va essayer d'éviter ça. Mais lorsqu'il va rencontrer le héros qui est censé sauver le monde, il va avoir un gros doute parce qu'il se rend compte que le héros est extrêmement naïf et qui se laisse entraîner dans des histoires pas très claires, donc il va devenir ami avec lui pour essayer de le protéger et en gros d'améliorer la vie tout simplement du héros ainsi que la sienne et de là va naître une très belle amitié qu'on va suivre dans cette série. Mais malgré tout, le plus gros point fort de cette série, c'est pas l'amitié, c'est plutôt le côté stratégie. J'ai énormément aimé parce que déjà, on a deux points de vue différents dans le sens où les nobles se battent en tant que chevaliers alors que les paysans sont un peu plus envoyés, on va dire, au casse-pipe et du coup, on voit tout simplement les deux manières de combattre. Et au-delà de ça, on a Werner, notre personnage principal, qui du coup s'est extrêmement renseigné en stratégie, etc. Vu qu'il savait qu'il allait se passer des complications, et il s'est énormément renseigné, ce qui fait qu'il a beaucoup de connaissances. Et c'était hyper intéressant de voir comment il gérait en fait son champ de bataille, parce que du coup il dirige carrément une armée, enfin pas une armée, mais un bataillon, on va dire. Et c'était trop cool en fait de voir tout ce qu'il mettait en place pour que son bataillon survive plus que les autres. Les dessins sont crus sans être gore et bien que le trait soit un peu spécial, et ça fonctionne très bien et du coup j'ai été happée par cet univers à tel point que j'ai acheté le tome 3 dès qu'il est sorti. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité graphique c'est un peu chelou. On passe avec l'une de mes plus belles découvertes de ce mois de décembre, il s'agit de Unsung Cinderella. Du coup j'ai acheté 5 tomes sur les 7 actuellement sortis et mon avis de base n'était que sur les 2 premiers tomes, mais c'est une série que j'ai énormément aimée, même si je pense qu'elle ne va pas plaire à tout le monde pour 2 raisons précises, qui sont déjà que c'est un tranche de vie. Je sais que pas mal de gens ont du mal avec le rythme des tranches de vie qui sont plutôt tranquilles, et au-delà de ça, le deuxième point négatif, mais qui peut aussi être positif, ça dépend dans quel sens on le voit, mais comme c'est un manga en fait où on va suivre les pharmaciens qui travaillent dans les hôpitaux, c'est un milieu très spécifique et du coup l'auteur s'est vraiment renseigné à fond sur les maladies dont il parle et les traitements qui sont associés, ce qui fait qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément d'astérix, les bulles sont bien denses, sont bien fournies et du coup c'est vrai que ça a tendance un petit peu à alourdir la lecture tout simplement. En tout cas, on suit Aoi qui est un véritable petit rayon de soleil et qui fait du bien vu le contexte. Comme je l'ai dit, on va parler de maladies, on va parler de traitements. Il y a des histoires un peu plus légères comme il y a des histoires qui sont beaucoup plus dramatiques. Du coup, j'ai trouvé ça extrêmement poignant parce que peu importe ce qui vous arrive dans votre propre vie, c'est sûr qu'il y a une des histoires qui trouvera un écho en vous et qui vous fera même peut-être verser quelques larmes. Moi, je sais que ça a été le cas sur le tome 3 notamment, où j'ai énormément pleuré, tout simplement parce que ça m'a fait penser à quelqu'un de ma famille. C'est un récit extrêmement bien construit, car aussi très réaliste, et c'est un côté que j'apprécie beaucoup, parce que au-delà de suivre son métier, en fait, on suit également tout ce qui va être la gestion de stock, on va suivre les relations entre les différents professionnels de santé qui ne sont pas sur un pied d'égalité, on va suivre également les pharmaciens qui travaillent en ville et quel
lien, ou justement quel non-lien ils ont avec les pharmaciens des hôpitaux. Gestion financière et également règles strictes de l'hôpital, tout est abordé, il n'y a rien qui est laissé au hasard et ça c'est super plaisant à la lecture parce que malgré que j'ai lu entre guillemets que 5 tomes, et ben ils ont réussi à aborder tout ça et ça reste quand même beaucoup. En tout cas, très très belle découverte, je me douterais pas un instant qu'un manga sur des pharmaciens, sur des médicaments pouvait être aussi passionnant, aussi prenant. C'est très très cool, je ne peux que vous le recommander si vous aimez les mangas tranches de vie et surtout applaudir l'auteur pour toutes les recherches qu'il a fournies parce que je suis sûre que son travail est absolument monstrueux pour que ça rende aussi bien. Une découverte qui m'a bien surprise, il s'agit de Magic Nail Art, où j'ai lu que le tome 1, même si je compte bien continuer la série de chez Nabaan, parce que ça m'a, ma foi, bien plu. Je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5, et dans ce récit, on va retrouver personnages exubérants, synopsis originaux, et planches hautes en couleurs. Alors que le synopsis commence plutôt tranquillement, un petit isekai, une jeune fille qui se retrouve tout simplement dans un nouveau monde magique, on va découvrir au travers des yeux de Sarah le métier de manucuriste qui est primordial dans ce monde fantastique, car c'est grâce à manucure que les magiciens peuvent exercer leur magie au plus haut niveau. Sarah, habituée au nail art très chargé de notre monde, essaye de reproduire ce style-là dans le monde magique et va taper dans l'œil de Rocco, un magicien extrêmement puissant. Cependant, Rocco va vite lui faire la démonstration que ses fioritures, bien que très jolies, posent des problèmes à sa magie. Et Sarah, loin de se démotiver, va exprimer le souhait de devenir la nail artiste numéro 1 de ce monde et qui alliera beauté et puissance. Un peu what the fuck, un peu décalé, et pourtant la magie opère super bien dans ce titre. Sarah est un très bon protagoniste, ceux qui gravitent autour d'elle sont plutôt cool aussi. J'aime beaucoup notamment l'apprenti du magicien qui est assez cool. Et honnêtement, je pense que l'histoire va très bien se développer par la suite. C'est original, ça m'a surprise vraiment. Et je m'attendais pas à aimer autant. Il paye pas de mine, mais c'est très cool. Après, je me doute que forcément, quand on voit le titre, etc., ça peut en rebuter plus d'un. Mais finalement, le sujet du nail art est pas si présent que ça, ou alors quand il est fait très subtilement et de manière à ce que ça reste léger. On continue avec notre été éphémère à qui j'ai également mis la note de 4 étoiles sur 5. Tout simplement parce que j'avais envie de découvrir de nouveaux Yuri. Celui-là m'avait tout de suite tapé dans l'œil, notamment parce que c'est une série courte qui sera terminée en 6 tomes. J'ai lu les 2 premiers au mois de décembre et par la suite j'ai acheté jusqu'au tome 5 parce que tout simplement le titre m'a vachement convaincue. C'est une très très belle romance. On y suit Shizuku, une jeune fille plutôt renfermée et assez timide qui est traumatisée un peu par ce qu'elle a fait quand elle était jeune, voilà, être traumatisée par le comportement qu'elle a pu avoir et les reproches qu'on a pu lui faire suite à ça. Et du coup, elle s'est vachement renfermée et pour exprimer ses émotions, tout simplement, elle écrit des romans. Et un jour, quand elle va décider de brûler son roman qui va être un peu son accomplissement, Kaori, une fille de sa classe ou de son école, je me rappelle plus, va sauver son récit, va le lire et va adorer. Et elle va comprendre un peu les tourments de Shizuku et va décider de lui redonner goût à la vie, à commencer par lui demander d'être sa petite amie pour l'été. Les émotions s'intensifient au fur et à mesure des tomes et nous réchauffent le cœur au fur et à mesure. C'est vraiment très agréable, très joli, mais on ressent que Kaori nous cache des secrets et que cela pourrait bien nous laisser un goût doux amer à la fin de la série. Pour vous faire une idée, je pense que c'est un peu dans le même style que 300 jours avec moi, une belle romance, mais sur fond un peu de drame. Donc je sais pas où ça va m'emmener avec le dernier tome, et en tout cas ces 5 tomes m'ont vraiment ravi, c'était vraiment très sympa. Le dessin est doux et joli, et ma foi, transmet bien les émotions qui sont un peu le sujet principal de ce titre. J'ai également mis la note de 4 étoiles sur 5 pour Ichinose Family Deadly Sins, qui est une petite série terminée en 6 tomes de Taizan. Alors je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, et moi qui n'avais pas apprécié le péché originel de Takopi, j'étais très contente de découvrir une autre œuvre de l'auteur, qui pour le coup m'a beaucoup plus plu, parce qu'on est dans un côté un peu thriller qui me plaît vachement. On suit du coup toute une famille qui se retrouve amnésique, ils n'ont plus aucun souvenir, ils décident de rentrer chez eux et de s'épauler les uns les autres, sauf qu'en rentrant chez eux, ils vont vite comprendre qu'il y a des choses qui clochent, et il y a pas mal de mystères qui entourent cette famille.
qui n'a pas l'air tout à fait normal. Il y a un petit côté malaisant, il y a une ambiance très particulière qui fait qu'on tourne les pages vraiment avec énormément d'avidité. C'est vraiment un vrai page turner où on ne s'arrête pas jusqu'à la fin du tome qu'on a entre les mains. Il est difficile de vous donner envie de lire ce titre sans spoiler parce que forcément on a envie de rentrer dans les détails, mais pour avoir un aperçu de ce qui se passe, il faut vraiment aller le lire. Je peux que vous le conseiller, c'est vraiment cool. Alors si vous aimez les thrillers, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu spécial. Après, le seul problème, je pense, avec ce style de titre, c'est que le dénouement peut ne pas plaire à tout le monde, je pense. Je l'ai pas encore lu, mais je sais que dans les thrillers, souvent, si la conclusion n'est pas à la hauteur de tous les mystères qui sont faits au début, on peut vite trouver ça un peu nul. Donc j'espère que cette série me surprendra de la bonne manière avec sa conclusion. Premier webtoon de cette vidéo, il s'agit de ma découverte de White Blood, qui est du coup un webtoon de vampire. J'avais assez peur parce que j'ai littéralement été traumatisée par Vampire Knight, que je n'avais absolument pas aimé en termes de conclusion. Enfin, vers la moitié, je trouvais que ça partait totalement en cacahuète. Quand il y a les révélations là sur Canapé, sur Yuki, sur tout le monde, j'étais en mode c'est horrible. Moi, j'ai pas du tout adhéré. Donc c'est vrai que maintenant j'ai un peu de mal avec ce style-là, mais la couverture et le style graphique m'avaient vachement donné envie de me pencher dessus. On est sur un style graphique absolument très joli et surtout sur un titre de baston pur et dur, qui est terminé en 8 tomes de chez Kazoku Siku. Je lui ai également mis la note de 4 sur 5, et bien que ce soit quelque chose de très classique, et bien c'est très bien fait. On y suit une jeune fille en Corée qui est en train de faire ses études à l'université, et elle est tout simplement une vampire, sauf que ses congénères en ce moment font beaucoup de raffus, font beaucoup de meurtres et beaucoup de choses négatives, on va dire. L'angoisse des vampires enfle de plus en plus en Corée, et elle va décider de se battre contre ses propres congénères, tout simplement parce qu'elle est pour la paix, plutôt. Et surtout qu'elle a été élevée par un être humain. Du coup, elle va se retrouver en binôme avec un policier qui est plutôt badass, etc., pour essayer d'enquêter sur les vampires qui dirigent, on va dire, toutes ces contaminations et tous ces problèmes qui sont en train de se créer depuis plusieurs mois. Et pour l'instant, j'en sais pas grand-chose parce que du coup, j'ai lu que les 2 premiers tomes et j'attends avec impatience de trouver le 3e pour lire jusqu'au tome 6 parce que j'ai réussi à me procurer jusqu'au tome 6, sauf que j'ai un trou avec le tome 3. Voilà, ça casse pas 3 pattes un canard, mais tu poses ton cerveau et tu kiffes les scènes de baston et c'est tout. Deuxième et dernier webtoon de cette découverte manga, il s'agit de Morgana & Oz qui est sorti à la toute fin du mois d'octobre, et je lui ai mis 5 étoiles sur 5 parce que c'est absolument trop mignon. Encore une fois, on est sur une histoire très classique. Je sais que je le dis sur quasiment tous les titres, mais en fait c'est un peu tous les titres que je me disais ah ça pourrait être pas mal, mais ils ont un synopsis classique donc ça me donne un peu moins envie, et que finalement je leur ai donné une chance et il y a de très très belles découvertes dans cette vidéo, donc au final je suis bien contente de m'être laissé tenter. En tout cas pour Morgana & Oz, on est dans un univers absolument magnifique. J'aime énormément le style graphique et les couleurs surtout qui sont utilisées, donc avec une prédominance de violet et de rouge qui est absolument jolie. Et du coup on va être sur une histoire plutôt romantique et assez mystérieuse aussi, parce qu'on suit un clan de sorcières qui est en froid avec un clan de vampires. Les 2 familles vont essayer de signer une trêve, sauf qu'il y a des problèmes qui vont se déclencher dans les 2 camps, qui vont du coup mutuellement s'accuser. La trêve n'est donc pas signée et les 2 continuent à se faire un peu une guéguerre, sauf que dans l'affrontement, Morgana va faire une petite bêtise et va transformer Oz, qui est un vampire qu'elle venait de croiser, en un joli mignon petit chat. Et à cause de cette transformation, ils vont être obligés de cohabiter ensemble et par la même occasion d'apprendre un peu plus à se connaître. Et de là va se lier une très belle amitié, une très belle relation entre eux. C'est absolument doux, c'est mignon. Et au contact de l'un et l'autre, ils vont surtout comprendre qu'il y a des trucs qui ne tiennent pas la route sur ce que les clans se reprochent mutuellement. Donc ils vont commencer un peu à enquêter sur ces mystères, on va découvrir plein de choses. Alors pas tant dans le tome 1, mais il faut savoir que j'ai tellement aimé ce tome 1 que j'ai été sur Webtoon pour lire tout ce qui était disponible, tellement ça m'avait plu. C'est une série qui sera terminée en 3 saisons et la saison 2 est déjà parue sur Webtoon. Donc c'est pas si long que ça, mais comme je vous ai dit, classique mais absolument adorable et trop mignon. Je suis absolument fan de cette série et l'ambiance qui s'en dégage. On continue avec cette lecture qui m'a laissé extrêmement perplexe. C'est un manga mystère que j'ai acheté chez Momi Manga au mois de novembre. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que je n'arrive pas à me décider sur ce titre qui est vraiment très particulier. Il y règne une ambiance glauque sur fond d'enquête, de meurtre et de
chasse au trésor. On y suit Taishi qui semble être une sorte de déchet de la société, qui vit au crochet tout simplement de la société et qui ne fait pas grand chose de sa vie et qui un jour en croisant d'anciens camarades de classe va mentir en leur disant qu'il est un riche héritier. Heureusement pour lui, Tetsuo passait par là et va lui faire comprendre qu'il y a moyen que son mensonge devienne réalité. Tetsuo lui parle alors d'une chasse au trésor dans une mystérieuse tour d'horloge où un horrible crime, un horrible meurtre a eu lieu 2 ans plus tôt. Et Taishi va être assez vite conquis par l'idée, sauf que il sait pas encore ce qu'il attend, car il y a plein de rebondissements tout au long de la série en 9 tomes. En tout cas, nos 2 protagonistes sont très spéciaux, entre Taishi qui a des relations sociales assez bancales et des codes sociétaux qu'il ne maîtrise clairement pas, et Tetsuo qui a l'air d'être un manipulateur, menteur, avec des tendances psychopathes. Le duo fait assez froid dans le dos. En tout cas, le point fort de cette série, c'est tous les mystères qui tournent autour, parce qu'on ne sait toujours pas qui est le meurtrier, on ne sait pas si le trésor existe vraiment dans cette tour d'horloge, on ne sait pas si certaines créatures surnaturelles ne seraient pas liées à tout ça, ou encore les motivations de Tetsuo qui sont bien mystérieuses au vu de cette chasse au trésor. Et on ne peut s'empêcher de s'inquiéter un peu pour Taishi qui se retrouve mêlé à tout ça et qui se retrouve proche de cette horloge qui a l'air de rendre absolument fou tous ceux qui l'ont approché. On a clairement, comme j'ai dit, une ambiance pesante, une ambiance dérangeante. Il y a des choses extrêmement perturbantes qui vont se passer tout au long de la série. Ce qui fait que je suis incapable de dire si je l'ai appréciée, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'elle m'a vraiment marquée par son style très particulier. Avec ce style de dessin par exemple qui, je sais pas, je trouve me mettre extrêmement mal à l'aise. Donc attention, si vous voulez une lecture très singulière, je peux vous la conseiller, mais soyez préparés parce qu'il y a plein de trigger warning. Ça va parler de meurtre, ça va être très sanglant, très violent, il va y avoir de l'inceste, il va y avoir de la maltraitance. Bref, on parle vraiment sur tous les sujets qui peuvent déranger. Un autre coup de cœur de cette vidéo, il s'agit de Blue Flag. J'en avais entendu extrêmement de bien depuis des années, etc. Mais c'est vrai que les couvertures me donnaient pas masse envie de m'y intéresser. J'ai fini par franchir le pas et qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est clairement un 5 étoiles sur 5 parce que c'est excellent. On est sur un tranche de vie lycéen absolument sublime où les émotions sont brutes. On y suit un trio de personnages avec tout d'abord ces 2 garçons qui sont amis d'enfance. Mais il y a une sorte de malaise entre eux parce que le blond est grand, populaire, sportif, etc. Tandis que le brun a tendance à être plutôt geek et à être un peu moins connu, à être un peu moins populaire. Et du coup, Taishi ne comprend pas très bien pourquoi Thomas reste toujours ami avec lui. Mais un jour, Kusei va arriver et va demander des conseils à Taishi pour se rapprocher de Thomas car elle l'admire énormément et qu'elle est amoureuse de lui. Taishi va alors se mettre en tête d'essayer de les mettre en couple, qui du coup va aussi le rapprocher à nouveau de Thomas qu'il essayait d'éviter un petit peu. Mais clairement notre trio de protagonistes va se faire entraîner par un tourbillon d'émotions et de sentiments et nos personnages vont aussi vivre plein de réflexions internes, vont vivre plein de questionnements sur leur avenir. Et c'est absolument touchant en fait la manière dont c'est fait, dont c'est traité, parce que c'est extrêmement réaliste. Tout ce que se sont dit ces 3 protagonistes, j'imagine très bien des personnages réels penser exactement la même chose dans leur situation. Ils sont également accompagnés par des personnages secondaires qui je trouve sont très bien écrits et très bien introduits également. Et la conclusion de ce manga est absolument parfaite. J'ai adoré la justesse des thématiques abordées et aussi la question des choix de vie qui sont très difficiles et on ne sait jamais en vrai ce qui peut nous arriver, surtout à cet âge-là où on a tant de possibilités. Je ne peux que vous conseiller cette série qui est absolument prenante et touchante, même si je sais que j'arrive longtemps après le train de la hype. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Cartographes qui m'a absolument subjuguée et je lui avais même mis la note de 5 étoiles lors de ma découverte manga du mois de décembre. Maintenant que j'ai lu les 3 tomes, parce que c'est une série terminée en 3 tomes, je pense que je reviserai vachement mon avis, tout simplement parce que c'est une série inachevée et qui n'est même pas rushée à la fin, c'est juste vraiment, elle s'est arrêtée en plein milieu de l'aventure, ce qui est extrêmement frustrant. Ce qui est fortement dommage parce que l'univers était vraiment incroyable et j'ai adoré m'y plonger. Dans un monde recouvert de ténèbres, le seul moyen pour apporter la lumière, c'est de faire appel au cartographe qui, en dessinant la zone, en la cartographiant, permet de faire reculer les monstres de l'ombre. Zaba, un chevalier, va alors faire la connaissance de Zita, qui a un talent incroyable pour cartographier, il n'a jamais vu ça. On a tout d'abord le développement des personnages, puis ensuite le développement du lore qui sont apportés au fur et à mesure
du tome qui sont extrêmement intéressants. C'est bien rythmé, bien explicatif et ça fait qu'on s'attache assez vite aux personnages et à l'environnement. Alors qu'un objectif clair se définit dès le premier tome, je peux déjà vous annoncer qu'ils n'iront pas au bout de leur quête et que les 3 tomes se termineront avant. C'est vraiment dommage parce que la troupe d'aventuriers qui a été créée était vraiment attachante, il y a eu des bons rebondissements. Le sujet de la discrimination est abordé, je trouve, de manière intelligente et bien, et c'est vraiment bien fait. J'ai adoré aussi le concept du fait qu'il faut cartographier une zone pour que les monstres ne puissent plus y vivre. Enfin, vraiment, il y avait tout qui était bon, mais malheureusement, la série n'a pas fonctionné et s'est arrêtée au 3e tome. Et c'est vraiment trop triste, c'était vraiment un crève-cœur quand j'ai lu l'histoire, parce qu'à la fin du 3e tome, j'étais juste hyper frustrée, parce que c'est comme si les 3 tomes, en fait, c'était qu'une intro de l'aventure qui allait arriver, et cette intro était vraiment exceptionnellement bonne. Enfin, franchement, moi j'étais hyper hype par cette série. Je pensais que l'auteur avait au moins pu conclure sa série, on va dire, de la manière dont il voulait, dans le sens où parfois, quand on annonce à un auteur qui est finalement sa série est discontinuée, il va rusher la fin. Mais là, du coup, il a même pas tenté de rusher la fin, ils sont même pas rentrés dans l'objectif principal, en fait. Donc, j'ai adoré ce tome 1, mais je vous conseille pas la série parce que vous êtes plus frustré qu'autre chose. On enchaîne avec le tome 1 de ce vide au fond de moi de la collection Moonlight, qui est, ma foi, une lecture très particulière. Je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5 parce que je pense que ça a énormément de potentiel. Même si je sais que cette lecture a profondément dérangé certaines personnes, et il y a de quoi parce que ce sont des sujets très spéciaux qui sont abordés. On est sur une histoire complexe et dramatique avec de vives émotions, tout simplement parce qu'on suit Chihiro qui est un jeune garçon qui, lorsqu'il était au lycée, est tombé amoureux d'une jeune fille qui était harcelée. Un jour, en ayant marre de cet harcèlement, elle va finir par tuer son harceleur et ils vont alors fuir ensemble. Malheureusement, vous en doutez bien, mais en tant que lycéens qui fuguent, ils ont fini par se faire rattraper et Ruka a préféré tout simplement mettre fin à ses jours plutôt que d'aller en prison, ce qui a totalement détruit psychologiquement Chihiro qui, 13 ans après, est toujours extrêmement marqué par cet événement. Il vit clairement hanté par ses souvenirs et par ce qui s'est passé par Ruka et cet amour un peu tordu, mine de rien, qu'ils avaient entre eux. Mais en parallèle, on suit une autre jeune fille qui s'appelle également Ruka, mais à l'époque actuelle, qui est lycéenne et qui a elle aussi des sentiments très particuliers. Elle vit une vie assez dangereuse, on va dire, où elle trouve le réconfort dans les bras d'hommes plus âgés qu'elle, tout simplement parce qu'elle nourrit des sentiments très ambigus envers sa famille. Et ces 2 âmes torturées vont finalement se rencontrer et on comprend que tous les deux ont un grand vide au fond de leur cœur. On le sent qu'ils sont vides et qu'ils n'attendent rien de la vie. Et au final, ils vont un peu se servir l'un de l'autre pour apaiser ce vide qu'ils ont au fond d'eux. C'est un récit très difficile parce qu'on y retrouve des thématiques compliquées et au-delà de ça, leurs sentiments sont étranges. Quelqu'un, entre guillemets, de normal ne ressentirait jamais ce style de sentiments qu'ils peuvent avoir. Et il y a également le côté où ils montrent des émotions très laides, quelque chose qu'on n'a pas tendance à apprécier, voir. Mais je me suis dit qu'en soi, ça abordait des thèmes qu'on ne voyait absolument jamais et que mine de rien, ça pouvait quand même être un message positif. Alors pour l'instant, ce tome 1 n'est pas positif, ça montre des choses très spéciales, comme j'ai dit, et des thématiques très dures, mais je pense vraiment que en se rencontrant, même s'il y a un côté malaisant, il y a moyen que quelque chose de positif ressorte finalement de cette rencontre. Et c'est exactement ce que j'attends. Si ça s'enfonce dans la gênance, je pense que je vais moins apprécier le titre. Par contre, si c'est, comme je vous l'ai dit, ce que j'attends, qui est des vraies évolutions de nos personnages, là, ça va me plaire. Ensuite, j'ai voulu essayer Lullaby of the Dawn avec ses 2 premiers tomes. Alors là, je montre le tome 4 parce que j'ai réussi à le trouver en occasion, mais j'ai pas le tome 3, donc pour l'instant, j'ai pas pu pousser ma lecture plus que ça. Et j'en avais entendu extrêmement du bien partout, beaucoup de gens le conseillaient, donc j'en attendais beaucoup, et je pense que du coup, j'ai été un peu déçue par toute cette hype qu'il y avait autour de la série. On est sur un yaoi dans un univers très particulier, et c'est vrai que c'est ça qui donne tout son charme, c'est que c'est un univers très très bien construit et c'est vrai que les yaoi ont tendance plutôt à être dans un monde réaliste, on va dire. Donc là, ça fait du bien, une touche de fantastique aussi bien écrite. On y suit un jeune orphelin qui est recueilli par sa tante et il apprend l'existence d'un mystérieux chaman qui protégerait l'île. On ne sait pas vraiment de quoi il protège l'île, on sait juste qu'il est là et que surtout il ne faut jamais s'approcher de la mer à la nuit tombée. Notre jeune orphelin, Anor, est bien trop curieux et décide d'aller rendre visite à ce chaman et il va finalement
fortement s'y attacher, au point de se dévouer totalement corps et âme à ce chaman qui s'appelle Elva. Alors qu'un attachement mutuel commence à se faire sentir, une ombre plane au tableau car les chamans sont maudits par la mer et se retrouvent généralement à mourir très jeunes. Mais mystérieusement, après plusieurs années de vie commune, on se rend compte que Elva finalement se va plutôt bien et que même la marque maudite recule. Et du coup, pas mal de questions commencent à se poser, notamment au niveau de l'ordre de ceux qui gèrent les chamans. On a une relation plutôt mignonne entre nos deux protagonistes, mais ça m'a pas non plus créé des papillons ou ce genre de choses. Enfin, c'est vrai que parfois je vis certaines romances de manière assez intense, mais là ça m'a pas fait ressentir grand chose, honnêtement. Ça m'a laissé un peu froide. C'est mignon, mais vraiment sans plus. Et il faut dire ce qui est, j'ai eu pas mal de mal avec Anor, du coup le jeune orphelin, parce qu'il a quand même un côté assez obéissant, où il ressemble finalement un peu à un toutou qui écoute un peu tout ce que lui dit Elva, et ça m'a profondément dérangée. J'ai beaucoup de mal avec les relations où j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'égalité en fait dans le couple. Ça me dérange. Mais au-delà de ça, l'univers est vraiment magnifique, les planches sont jolies, et j'ai adoré tous les mystères qui sont présentés parce que ça donne vraiment envie d'avoir la suite tout simplement. Et c'est clairement ça qui me fait continuer ma lecture malgré que du coup la romance soit vraiment pas ce qui me plaise le plus alors que c'est un yaoi, donc normalement c'est ça qui retient plus l'attention du lecteur qu'autre chose. Du coup je suis assez mitigée sur ce titre, en fait je trouve ça dommage que pour un boys love je n'aime pas la romance qui est à l'intérieur. Mon premier titre de Renard Doré et Planétarium Ghost Travel. J'ai donc lu le premier tome, le deuxième est sorti mais je me le suis pas encore procuré, même si je compte me le prendre, c'est clair et net. Je lui ai attribué la note de 4 étoiles sur 5 parce que j'ai adoré l'ambiance très mélancolique, très douce qui se dégage du titre. C'est un manga plutôt contemplatif avec très peu de bulles et surtout j'aime beaucoup le fait que ce ne soit pas en noir et blanc mais en bleu et blanc. Ça apporte beaucoup de charme à l'œuvre. On se laisse clairement porter par l'œuvre et son récit qui suit un jeune garçon plein de mystères qui voyage à travers la galaxie pour archiver les cultures des différentes planètes qui finissent par disparaître. Car une maladie touche les êtres humains qui se transforment finalement en arbres et la planète finit par ne plus être habitée car tous ses habitants se retrouvent endormis. Ce sont plutôt des histoires assez douces amères, mais on y retrouve un côté très touchant en vivant tout simplement les souvenirs des endormis ainsi que des proches qui leur ont survécu. La fin fait planer un léger mystère et donne clairement envie de lire la suite. C'est assez spécial comme lecture, encore une fois je suis pas sûre que ça plaira à tout le monde, mais moi j'ai vraiment adoré l'ambiance très calme et posée qu'il y avait à l'intérieur, et au-delà de ça c'est également un très bel objet, donc j'ai hâte de continuer ma lecture de cette série assez onirique. On continue avec un titre suisse qui est Le secret de Scarecrow de Jean Szarbo, qui ma foi me faisait pas mal envie. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, donc c'est plutôt bien, même si j'en attends encore un petit peu plus. Mais entre temps j'ai lu le tome 2 et ça m'a convaincu que l'univers me plaisait. Le tome 1 est un petit peu léger et du coup on a tendance à rester sur notre faim, mais malgré tout il introduit bien les bases de l'histoire. On est dans un univers où il y a des Crows qui en gros menacent les êtres humains qui sont obligés de se retrancher dans des capitales et ayant des murs magiques qui les empêchent de rentrer. Cependant une vieille légende raconte que des Scarecrows étaient là pour combattre les Crows. Mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'une vieille légende où il n'y a plus que un peu les fous qui continuent à y croire. Cependant, on va suivre une jeune princesse qui, elle, continue à croire en l'existence de ces Scarecrows et du coup va se lancer à l'aventure pour essayer de les retrouver. Ce qui va lui arriver assez rapidement, car elle va en croiser un dans un endroit absolument désert qui semble endormi. Suite à pas mal de péripéties, il va finir par se réveiller et de là, l'aventure est lancée. Le monde présenté est plutôt cool, même si je trouve qu'il manque un petit poil encore de consistance. Par contre, j'ai beaucoup apprécié les personnages, et même dans le tome 2, l'équipe commence à s'agrandir, et j'apprécie à peu près tout ce qui se passe dans l'histoire. C'est pas exceptionnel, mais franchement, ça fait très bien le taf, et j'apprécie ma lecture de Scarecrow. Autre titre extrêmement connu que j'ai décidé de commencer, il s'agit de L'Atelier des Sorciers. Je lui ai attribué la note de 3,5 sur 5, tout simplement parce que je pense que j'attendais trop de ce titre dont j'ai énormément entendu parler. Je pense que la hype est un peu passée par là et qu'avec seulement la lecture du tome 1, j'ai pas encore été assez convaincue, même si je compte bien continuer la série parce que l'univers est quand même très agréable. On y découvre un univers un peu médiéval où il y a des sorciers qui aident les humains dans leur quotidien. Et Coco est absolument fan des sorciers et aimerait bien en devenir une, sauf que ce n'est pas possible car être sorcier c'est
censé être héréditaire. Sauf qu'un jour, Coco va croiser le chemin d'un sorcier et va comprendre que finalement, le secret pour être sorcier, c'est juste de savoir dessiner. Malheureusement pour elle, la pratique de la magie va se retourner contre elle et du coup, le sorcier va décider de la prendre sous son aile. L'univers est très beau et a un côté poétique, ce qui est vraiment, je trouve, le plus gros point fort de la série dans ce tome 1. Et le dessin coup de crayon accentue bien cette ambiance-là. Coco veut fournir des efforts et vite devenir une sorcière accomplie, sauf qu'on sent très bien que les autres apprentis ne l'apprécient pas forcément et ça va vite créer des tensions entre elles. Au-delà de ça, on a également une intrigue qui est lancée car Coco a reçu un livre de magie par un mystérieux homme masqué et on comprend vite que ses intentions avaient l'air assez mauvaises, donc on se demande qui est cet homme et quelle est l'organisation de laquelle il fait partie. Donc voilà pour ce tome 1 de l'Atelier des Sorciers. J'ai essayé de me commander le tome 2 et le tome 3, sauf que ma commande a été perdue. Voilà, malheureusement. Du coup, j'ai pas pu continuer cette série, alors que j'ai quand même beaucoup de tomes, parce que j'ai continué à acheter les tomes d'après, mais malheureusement, il me manque le tome 2 et 3 pour pouvoir me plonger totalement dans la suite de cette série, qui m'intrigue fortement. Elle a eu une réédition, là d'ailleurs, en format grimoire, qui est absolument magnifique, mais c'est vrai que pour l'instant, juste avec la lecture du tome 1, ça me donne pas particulièrement envie de me plonger dans cet univers plus que ça pour l'instant. C'est malheureusement pas une de mes priorités lecture, mais je pense que en continuant à lire les prochains tomes, je comprendrai toute la hype qu'il y a autour de ce titre, parce que c'est vrai que pour l'instant le tome 1 m'a laissé un peu dubitatif. Ensuite, j'ai découvert les 2 titres de Oreko Tachibana, à commencer par Les Noces des Lucioles, auquel j'ai mis la note de 4 étoiles sur 5, car je comprends clairement l'engouement qu'il y a autour de ce titre. On y suit Satoko, une fille de bonne famille qui a tout pour plaire mais qui malheureusement manque de prétendants à cause de ses problèmes de santé. Bien qu'ayant une demi-sœur casse-pied, elle est soutenue par son père qui l'aime et qui ne désire qu'une chose, la voir heureuse et mariée. Ce qui fait plaisir car on a l'habitude des histoires à la Cendrillon où le père n'en a absolument rien à faire, donc ça quand même ça commence déjà bien. Alors que Satoko n'aspire qu'à un mariage heureux pour rendre fier son père, elle se fait finalement kidnapper et on comprend qu'elle est censée même se faire tuer. Et c'est le fameux Shinpei qui a la charge de son meurtre, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, car il y a des voyous qui vont essayer de l'agresser, sauf qu'ils ont interdiction de toucher. Satoko, loin de se décourager, va jouer le tout pour le tout et va décider de le demander en mariage. Ça va fortement l'interloquer, il va être très méfiant envers elle, mais elle va finalement réussir à le convaincre qu'elle est sincère et qu'elle compte bien l'épouser. Je rentre pas plus que ça dans le détail, mais Satoko est loin d'imaginer toutes les péripéties qu'elle va devoir vivre afin de survivre et de retourner chez elle, car c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Ce titre m'a bien plu, j'aime bien le dessin, j'aime bien tout ce qui se passe à l'intérieur, mais encore une fois, je pense avoir été un tout petit poil déçue par toute la hype qu'il y avait, mais j'attends avec impatience de lire les prochains tomes, car c'est une série actuellement en cours avec 5 tomes au Japon. Autre série de Oreko Tachibana, il s'agit de Promise Cinderella, et pour le coup, sur le papier, celui-là me faisait absolument pas envie, mais finalement, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, tout simplement parce que je l'ai préféré à Les Noces des Lucioles. En tout cas, sur ce tome 1. On y suit une jeune femme de 27 ans qui se retrouve à la rue suite à un divorce, et qui en gros va se faire recruter par un fils de riche pour être son jouet. Là comme ça, on se dit que ça va mal terminer. Mais Ayame, notre héroïne, est tout de suite extrêmement attachant et Issei, bien qu'étant bourré de défauts, a également ses bons côtés qui vont commencer à se montrer dès la fin du tome 1. Il a beau être le stéréotype du lycéen pourri gâté, insupportable, finalement on comprend que c'est juste un jeune garçon bourré de complexes et assez mal dans sa peau et qui surtout qui a des problèmes avec sa famille. Mais au fur et à mesure de cette lecture, on se rend compte que finalement Ayame pourrait bien l'aider à apaiser ses démons. J'ai comme l'impression que la relation des deux va finalement les tirer tous les deux vers le haut, avec ces deux protagonistes qui ont tous les deux une forte personnalité. C'est explosif et on en redemande et ça donne forcément envie de lire la suite. Je peux vous dire que j'attends de lire le tome 2 de Promise Cinderella avec beaucoup d'impatience. Même si j'ai un petit peu peur parce qu'au vu de la différence d'écart, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des passages un peu cringe. Dans ce tome 1, aucun moment bizarre, donc à voir comment évolue cette série en 16 tomes. Dernier coup de cœur de cette vidéo et surtout dernière série que je vous présente, il s'agit du Tigre des Neiges, une série terminée en 11 tomes de chez le Lézard Noir. J'ai d'abord été très fan du style graphique que je trouve très beau et qui romance très bien toute l'histoire.
de ce guerrier samouraï, ou plutôt devrais-je dire de cette guerrière. Effectivement, il y a plusieurs faits historiques qui laisseraient penser que le fameux samouraï Uesugi Kenshin serait finalement une femme. L'auteur s'amuse donc à imaginer la vie qu'elle aurait vécue si effectivement ce personnage était une femme. Bien que rempli de longues explications sur la topographie du Japon et toutes les alliances militaires qu'il y avait à cette époque, l'autrice arrive à aller à l'essentiel et divise même en deux les pages avec en haut une partie détaillée et en bas des bulles comiques résumant au minimum les explications, ce qui est bien pratique au vu des nombreuses explications qu'il y a à l'intérieur. Au-delà de ça, tous les personnages introduits sont vachement attachants. J'adore notre protagoniste qui est un peu tête brûlée, on pourrait reconnaître un petit côté Luffy, un petit côté Son Goku, et ce qui fait qu'on s'attache à l'univers très rapidement. J'ai lu les 2 premiers tomes et c'est vrai que ça m'a absolument conquis comme univers alors que de base je suis pas très samouraï. En tout cas, j'ai clairement hâte de voir les futures batailles qui m'attendent dans ce récit. J'ai déjà commandé une bonne partie de la suite des tomes, même si, encore une fois, le tome 3 et 4 que j'avais commandé est perdu. Voilà, c'est la même commande que l'Atelier des Sorciers. Je suis ravie. Mais c'est clair que ça a été tellement une belle découverte pour moi que je compte même m'intéresser aux autres œuvres de l'auteur, car elle a écrit de nombreuses séries. Mais ça, on en reparle dans une prochaine vidéo. Alors j'ai dit que c'était la dernière série que je vous présentais, mais en vrai, il en reste une, c'est juste que je l'ai vendue, tellement j'ai détesté tout ce qu'il y avait à l'intérieur, je l'ai revendue immédiatement, mais du coup je vais vous donner mon avis et vous expliquer pourquoi je l'ai revendue. Du coup la série c'est The Legend Hero is Dead de chez Mana Books, et pour le coup je m'attendais à une épopée fantastique avec de l'humour à la Precious Hero, mais je suis extrêmement déçue parce que l'humour n'est pas du tout le même. Outre le dessin qui est plutôt joli, ce manga est la lourdeur incarnée. Il y a un humour graveleux au possible et les coups que le héros se prend pour son côté vicieux n'améliorent pas la situation. On tombe très vite dans un côté harem alors que le protagoniste n'a rien pour lui et est juste obsédé par les cuisses et notamment par les collants. Genre, il n'y a rien qui va. Bref, je vous conseille fortement de passer votre chemin. Et c'est une lecture qui m'a clairement plus gênée qu'autre chose, donc j'ai vraiment trouvé aucun point positif dans cette lecture, ce qui est assez rare. J'essaie toujours un peu de relativiser et de me dire qu'il y a quelque chose à sauver, mais alors là, vraiment, j'ai pas du tout aimé. J'ai lu les 2 premiers tomes, que du coup j'ai revendu dans la foulée. Et du coup, c'est sur cette note que se conclut la vidéo découverte manga. Dans l'ensemble, qui est très positif, vu qu'il n'y a qu'un seul titre que j'ai pas apprécié, et que techniquement il y en a que 2, donc je me sépare sur les 22. Donc je suis relativement contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les séries qui vous intriguent le plus, ou alors quelle série vous aimeriez me voir commencer. Je vous lirai avec plaisir. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!